Je pense que l'écriture, ah, Ça marche. ça marche, L'enregistrement c'est a bien, démarré. c'est très bien, c'est très bien. Oui, 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 donc oui. vous disiez en classe, les rédactions, déjà, c'était quelque chose Oui, d'important. oui, oui, c'est important. Ça a toujours été quelque chose d'important, même quand dans mon travail d'éducatrice, on écrivait beaucoup de rapports, de choses comme ça, et je voyais bien que c'était essentiel pour moi que l'écriture soit euh, particulièrement, je ne sais pas comment la décrire, mais juste, que ça avait une importance au-delà même de son intérêt immédiat et pratique. Un intérêt pour, par rapport à quoi? Par rapport à ce dont il est question? Je pense que pour moi, c'est par l'écriture que je découvre et je comprends le monde. C'est par ce moyen-là. Euh, et que peut-être parce que dans le registre de l'écriture, le temps, on capte quelque chose, mais on tâche de le retransmettre avec la petite pellicule d'écart que l'écriture constitue. Et que du coup, ce léger recul, c'est au contraire une occasion d'agrandir notre vision des choses. L'écriture de fragmentation d'un lieu commun, je crois qu'elle est un peu particulière parce que vous commencez à rédiger ce livre composé de 100 Fragment. fragments Oui. relativement brefs, à un moment où vous n'êtes plus Oui. éducatrice pénitentiaire, donc ça vous a demandé un travail de mémoire incroyable, non? Non. Bien, vous aviez vos notes, vous aviez vos Non, notes. non, non, j'ai jamais pris une seule note de mon expérience professionnelle. Mais vous imaginez, ça faisait plus de 20 ans de travail. Donc j'avais une masse quand même immense. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis imposé cette contrainte de 100 fragments en me disant que, il ne fallait pas laisser ouvert un robinet sans, comme ça. Voilà, qu'il fallait imposer quelque chose à cette forme d'écriture. Donc, j'avais arbitrairement choisi 100 fragments et je pense que j'ai bien fait parce que au fur et à mesure où j'avançais dans ce travail, c'est vrai que je suis partie dans des zones qui étaient difficiles à écrire pour moi, qui étaient même presque douloureuses à écrire. Et peut-être que si j'avais laissé les choses aller selon un rythme qui aurait été strictement celui de la mémoire ou un autre fil, je ne sais pas lequel d'ailleurs, je n'aurais pas été jusque là où je suis allée avec cette contrainte d'écriture. Mais alors, oui, non, non, mais j'ai jamais pris de notes. Et je pense que, d'ailleurs, on voit dans l'ordre des fragments, on voit les chaînes associatives, on voit un peu comment ça fonctionne, puisque mon éditeur a pris le texte vraiment dans l'état où je lui ai remis. Il n'y a pas eu de modification substantielle. Et du coup, on peut se rendre compte quand on le lit du parcours que la pensée peut faire là, au travers de cette écriture-là. Une écriture partagée là entre le vous, quand vous Oui, évoquez des prisonniers, et le tu, quand ce sont des oui, professionnels, quand ce sont vos collègues. voilà, c'est ça. Alors, au sujet de l'écriture, par rapport à ce livre-là, vous écrivez, il ne s'agit pas d'écrire une souffrance, la vôtre ou la mienne, il s'agit d'être là. Est-ce que dans votre écriture, il s'agit toujours d'être là? Oui, c'est d'ailleurs complètement stupéfiant pour moi de me rendre compte à quel point cette phrase a été la sorte de colonne vertébrale de ce que j'ai écrit ensuite. Je ne le savais pas du tout quand j'ai écrit ça. Il y avait deux choses importantes. Effectivement, ce rapport au fragment qui est resté quand même très très fort dans ma façon de travailler, même si les fragments s'allongent un peu parfois, mais et aussi la question de être là. Et ça pourrait peut-être définir une espèce de clause morale. Morale est peut-être pas le joli mot, mais une clause éthique dans ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que je ne veux pas quitter une position d'être au milieu des autres, à regarder le monde qui nous entoure, à essayer d'en redonner quelque chose pour nous tous et de ne pas quitter cette posture, pour moi, c'est ça qui est l'incitateur d'écriture, l'objet de l'écriture, son intérêt aussi.
Et dans Nullipare, hein, on lit sous votre plume le geste d'écrire, on pense à gestation, ce qui dans le Mhm. corps pousse, avec soi et l'autre, du sien et de l'autre, ce qui s'accomplit dans des intérieurs où toute maîtrise de soi est perdue. Un livre donc aussi, un livre qui prend à ma vie tout ce dont il a besoin pour se constituer. Alors c'est un peu un livre comme une expérience physique et temporelle. L'écriture, c'est physique. Mm. C'est quand on écrit à la main, c'est d'autant plus saisissant. Mais même quand on écrit avec un ordinateur, il y a quelque chose qui passe de notre corps au texte. Et je pense que les textes, effectivement, pour moi, sont énormément nourris par le corps. Mais c'est curieux que, enfin, cette différence qu'on peut faire en Occident entre le corps et l'esprit, elle n'existe pas partout et elle me paraît un peu fausse. Et notamment, je crois que c'est Annie Ernaux qui dit, mais le cerveau, c'est un organe aussi. Et c'est vrai, elle a raison. C'est-à-dire, notre pensée, c'est aussi quelque chose qui fonctionne organiquement. Mhm. Puis on n'a pas un corps, on est un corps, hein, On est un corps, oui, c'est ouais. très, très juste ça, oui. On Oui. est un corps, Alors, ouais. vous avez évoqué, Jeanne Sautière, les fragments, qui sont Oui, vraiment une forme récurrente dans vos livres, même oui. si parfois ils sont un peu plus longs. Alors, pourquoi ces fragments? Pourquoi ce blanc dans vos textes? Est-ce que c'est lié au sujet, au thème que vous travaillez ou qui vous traverse? Alors, je pense que c'est la seule forme dans laquelle je pouvais écrire fragmentation. Vraiment, je crois il y en avait pas d'autres. Et puis ensuite, quand me suis relancée dans un nouveau chantier d'écriture, je me suis rendu compte que j'allais spontanément vers ces formes-là. Pour moi, je pense que le fragment, c'est une façon de travailler un peu comme la notation, c'est-à-dire sur des formes brèves mais qui euh, dépasse un peu la note dans le sens où elle lui confère aussi un caractère plus littéraire, un peu plus élaboré. C'est- Et le fragment, pour moi, c'est aussi la possibilité de maintenir avec le lecteur un espace libre, vide. Entre deux fragments, il y a du blanc et ce blanc, pour moi, ça signifie de l'écoute, de l'attention, une espèce de pause entre deux énonciations. Et c'est aussi une chose importante pour moi qu'il y ait cette respiration et cette forme d'écoute pour les deux, pour l'autrice que je suis et pour le lecteur ou la lectrice qui lit le livre. Est-ce que ces fragments, ça vous demande un travail de construction ou bien c'est plutôt quelque chose qui vient naturellement sous vos doigts enfin, est-ce que vous devez faire beaucoup de copier-coller ou pas? Alors, dans Fragmentation d'un lieu commun, non, ça a été vraiment un espèce de jaillissement. Après, pour les autres, oui, il y a eu un peu de composition, euh, mais ça, c'est une question très bizarre parce que chaque livre emporte son propre registre de construction et chaque fois, euh, ça peut être déconcertant parce que, bon, je pars avec une hypothèse ou, bon, en général, les livres partent des carnets de notation puisque j'ai cette pratique, voilà, de noter des petites choses comme ça dans les carnets qui eux, sont pas du tout publiables, ils sont pas destinés à être publiés. Et puis, quelquefois, un thème insiste et revient et s'installe. Donc là, je vais ouvrir un chantier, je vais ouvrir mon ordinateur, je vais commencer à coller les petits morceaux comme ça. Et puis, ensuite, il y a quelque chose d'un peu instinctif qui se produit, c'est-à-dire, on va vers là où on est appelé, attiré dans son travail mais je n'ai aucun projet a priori, c'est-à-dire le projet vient au fur et à mesure de l'écriture. Quelquefois, à la relecture, je me rends compte que il faut recomposer les choses parce que des thématiques, du coup, s'annoncent ou il s'avère important de les regrouper entre elles pour une question de lisibilité et d'harmonie du livre. Mais c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, ça fonctionne un peu comme ça, oui. Tout ce qui nous était à venir, votre dernier livre en date est porté par un nous depuis le Oui. titre même. Alors, qui est ce nous? Quelles sont ses caractéristiques, Jeanne Sautière?
Alors ce nous, ça a été une surprise du lendemain de confinement. C'est-à-dire le premier passage qui a été écrit, je ne savais pas du tout que ça donnerait lieu à un livre, hein, mais le premier passage qui a été écrit l'a été le premier jour où on est sorti du confinement, où on a pu sortir de chez soi librement. Et c'était un espèce de saisissement, de décalage entre cette attente qui était immense, revenir à l'extérieur, revoir le monde extérieur, l'incroyable saisissement de ce qui s'était passé en notre absence, puisque moi j'habite en bordure d'un parc à Paris, et le parc était envahi par les adventices, et c'était très beau. Il y avait aussi la nécessité pour moi, pour le coup, de parler sous la forme du nous, parce qu'on avait été privé de ce nous quand même pendant un long moment. Et du coup, mais c'est très spontané ça. C'est arrivé très spontanément que j'écrive ce texte en disant nous, parce que on avait terriblement besoin d'entendre à nouveau ce nous, de lui faire une place, voilà, de le consacrer comme une forme de vie essentielle, fondamentale. Et ensuite, pour ce livre-là, donc j'ai vu que je continuais à utiliser le nous, et ça m'a paru important de le faire comme ça, parce que justement, il me semble que le sujet de ce livre, c'est donc la vieillesse, et que je voulais faire figurer dans ce livre non pas euh, une aventure singulière, mais l'aventure collective qui nous attend toutes et tous, et que c'était le moment de nous réunir, de parler presque ensemble, par mes mots, mais ensemble, de ce qui se passait là, de ce qui arrivait. C'est un petit peuple vieux. euh, et j'ai oublié ce que je voulais vous dire d'autre. Et c'est aussi, oui, c'était aussi très important pour moi que dans ce collectif du nous, il y a aussi la possibilité d'entendre les deux genres, le masculin et le féminin. Au début, je ne l'avais pas fait, et puis j'ai repris mon texte en utilisant l'écriture inclusive, et parce que je voulais absolument faire figurer non pas quelque chose de global, ce nous n'est pas un on, c'est un nous, et que dans le nous, il y a vraiment le féminin et le masculin. On va entendre un extrait, Jeanne Sautière, si vous voulez Avec- bien. Donc, ce sont des pages qui parcourent une bonne partie de tout ce qui Oui, nous était à venir. d'accord. Je lis l'ensemble des textes qu'on a choisis. Oui, 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 si vous voulez d'accord. bien. D'accord. Je vais même mettre mes lunettes. Nous avons travaillé dans des services avec des dactylos qui tapaient nos rapports. Lorsque ce n'était pas possible, nous écrivions à la main, inondant nos textes de blanco plâtreux dont nous aimions l'odeur. Il a fallu apprendre à taper à la machine, puis à utiliser un traitement de texte. Notre émerveillement était si fort, c'était tellement impressionnant de ne pas avoir à réécrire la page à cause d'une faute, de couper-coller, de chercher nos sources, à cause d'une faute, de couper-coller, de chercher nos sources sur Internet. Nous utilisons des téléphones qui nous escortent partout, au point que nous sommes perdus, largués sans eux. Nous avons du mal à nous souvenir de nous, jeunes, sans télévision, sans téléphone fixe même. Nous ne savons plus comment nous nous donnions rendez-vous. Nous pouvons évoquer les émissions vues chez les voisins ou derrière la vitre du marchand, le plaisir de l'enveloppe à décacheter, des cartes postales. Mais nous sommes tellement loin de ce passé, nous le retrouvons comme certains objets dans les brocantes. Ils nous serrent un peu le cœur, nous les achetons pour ne pas les laisser dans leur corruptible désuétude, mais nous voyons bien que nous ne pouvons pas renouer avec eux. Notre passé est une constellation d'étoiles mortes dont la persistance de la lumière ne nous leurre pas. Le passage qui suit donc est extrait de toute une partie qui concerne les manifestations.
Ce sont dorénavant des silhouettes en noir qui agitent les services d'ordre et cherchent l'affrontement. Nous partons de plus en plus souvent, trop de gaz, trop de coups, plus assez agiles. Et puis nous sommes appelés encore une fois, appelés comme par le sacré, les voix, les dieux, comme c'est idiot et vivace. Parce qu'un homme s'est fait tuer aux USA parce qu'il était noir et qu'ici on meurt pareil, de la même ségrégation, du même étouffement, réel ou symbolique. Nous n'y croyons plus. Nous avons le souvenir d'une autre manifestation contre le racisme appelée par toute la gauche. Nous ne savons plus quand nous avons employé ce mot sans ricaner. Une manifestation de vieilleux, comme nous, sans élan, par pur devoir, sans incarnation. Une manifestation de morts vivants. Nous avions pleuré, dit que les manifs, c'est fini, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe maintenant. Puis, voilà que nous comprenons que tout est remis en cause. Nous sommes avec d'autres, tellement plus jeunes, tellement plus déterminés, ouvrageant leur monde dans lequel nous sommes des ombres du passé, mais encore là, pour nous sentir frissonner. Et elles ne sont pas solidaires, et elles sont au cœur, et elles sont les sujets dans le double sens du mot, l'enjeu, la cause, l'assujetti et l'auteur. Nous sommes un peu à côté, dans une dépossession heureuse, d'avoir tout à refaire, tout à repenser, dans le ravissement de défaire notre vieux pull feutré. Puis, plus rien. Nous n'avons pas pu rejoindre les derniers cortèges. Nous avons regardé à la télé. Il y a comme chaque nouvelle défaillance, cette stupéfaction. C'est à nous que ça arrive. Nous voulons croire que c'est temporaire, une éclipse, nous irons encore en manif. Mais le temporaire dont notre temps est fait ignore les retournements de situation. Il avance. Il n'a pas de circularité dans le temps humain. Ce n'est pas l'inéluctable de la fin qui nous fait peur, c'est d'être soustraite au nous absolu qu'est le mouvement collectif de rue. Nous sommes effacés de cette matrice. Nous ne savons plus comment rendre visible notre présence au monde, un déficit d'existence. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, à envisager, ne plus avoir d'ivresse, ne plus avoir d'ivresse avec le corps collectif. Notre hiver commence. Nous entendons Suzanne et nous avons le cœur serré. Nous entendons septembre, quel joli temps, et nous avons le cœur serré. Nous entendons Est-ce ainsi que les hommes vivent, et nous avons le cœur serré. Nous entendons Traveling Light, et nous avons le cœur serré. Nous entendons La nuit je mens, et nous avons le cœur serré. Nous entendons I started a joke. Nous entendons Soweto Sorrow, et nous avons le cœur serré. Nous entendons Mes jeunes années, et nous avons le cœur serré. Traveling Light nous fait encore pleurer, et la peau frémit lorsqu'on entend le September Song de Django. Le temps de l'amour est long et court et dure toujours, oui. 10 heures du soir en été, comment décrire le jardin dévasté? C'était beau. Night in White Satin, c'était beau. Nous attendons avec ferveur ce qui nous serrera le cœur plus tard, lorsque la chanson de maintenant sera tombée dans le passé, toujours là, brûlant des jours où nous ne pouvons plus être, never reaching the end. Si ce délice nous sera accordé, nous ne savons pas. Pourtant, arrive jusqu'à nous, dis-moi, toi, ce que t'inspire la beauté du jour. Viens vers moi, que j'en respire un beau chant d'amour. Nous avons toujours peur de manquer de quelque chose que nous ne pourrions pas aller chercher. Du pain, du PQ, du sel, du savon, des livres, du dentifrice, des journaux. Parfois, nous avons des palliatifs, la commande sur Internet, les livreurs, un voisin compatissant. Mais nous n'aimons pas déranger. Nous stockons de plus en plus souvent ce qui peut l'être, le congélateur est plein, les placards débordent, les piles de livres grandissent. Ça fait rire nos visiteurs qui se moquent un peu. Mais c'est plus la guerre. Comme si nous avions connu les boucheries mondiales alors que à peine mai 68. Parfois, on aimerait leur répondre que c'est pourtant bien notre guerre, celle contre notre vieillissement. Mais on préfère finalement rire avec eux. Nous nous étions promis de soigner nos tenues, de ne pas nous fondre dans ces silhouettes si ennuyeuses, si estompées, si unisexuelles de la vieillesse.
de ne jamais mettre un pied chez Damar. Nous plaisantions à l'idée de porter des bas à varices. Nous disions en riant oui, mais pailletés. Nous refusions formellement de garder nos lunettes sur le nez, de ne plus teindre nos cheveux, de nous habiller en classique. Nous n'osons plus enfiler des bracelets colorés jusqu'au-delà du coude, porter de lourdes boucles d'oreilles. Nous nous demandons si nous pourrons encore sortir bras nus cet été, si nous mettrons un short, oui, mais long. Parfois, nous préférons le confort à l'élégance, les deux n'étant pas souvent compatibles. Nous nous délestons des habits qui nous racontaient mieux qu'un CV. Nous ne pouvons plus les porter. Le corps n'est plus là. Trop lourd, trop tordu, trop malgracieux. Les angles trop accusés, la peau façayant. Nous nous consolons avec de belles matières, des coupes soignées. Nous sentons le fade. Nous nous effaçons de ce qui disparaît, de celles qui disparaissent autour de nous et qui nous réduisent, nous amenuisent, nous font flotter dans le cosmos des morts et des mortes. Nous avons bien compris qu'il y a un compagnonnage à nouer avec elles, qui elles vivent de ce que nous leur laissons de place, que nous les suscitons à défaut de les ressusciter, et que ce n'est pas un effet de notre volonté, mais l'implacable loi du manque que leur disparition crée, et plus encore de cette alliance invraisemblable du vif et du mort. Nous devenons des vivants, des vivantes, avec des morts dedans. S'installe en nous ces légers décalages, cette façon que nous avons parfois de nous évaporer, d'être ailleurs, présente à autre chose que l'animation de la scène centrale, nous conduisant à nous écarter de la conversation à table pour le chant d'un oiseau, le visage triste d'une petite chatte, l'homme assis sur le banc qui ôte ses chaussures, seul et pensif. Nous voyons bien que cet ailleurs est aussi un au-delà, là où sont celles que nous avons aimées, le monde de ce qui ne peut être pure présence, mais figuration. Dans ces absences, quelque chose tient en nous, parce qu'il y a des arbres à regarder, des matins qui se lèvent, des âmes légères. C'est vers cet ordre du monde immuable que nous nous acheminons, même si un autre ordre du monde, tout aussi immuable, veut que la vie s'écoule comme des rues par tous les pores de notre corps. L'idée de la mort traverse les nuits blanches, nous caressons l'idée d'en finir, puis l'idée de quand en finir, ce qui est bien différent, car continuer de vivre nous rend lucides sur ce qui ne peut pas être une perspective. Il n'y a pas de figuration de la mort possible. Elle est inintelligible, inassimilable. On ne peut pas sérieusement imaginer une postérité. Plus rien n'est pas du domaine du vivant, même du faiblement vivant. Nous nous demandons si une vie humaine, dans sa finitude, peut se nouer au vent qui la frôle. Nous nous demandons si ne plus donner de fruits, mais continuer à recevoir la lumière d'une saison est un déclin. Nous aimons toujours poser des questions grandioses. Il y a encore à prendre goulûment tout ce qui peut être pris avec la joie mandibulaire de mordre, ne serait-ce qu'avec des gencives en sang. Il y a encore un monde à portée de main, il y a encore un monde, il y a quelque chose, ténuité absolue. Pas de malgré tout dans l'envie de vivre, c'est une essence pure. Merci, merci pour cette Merci. lecture et ces si belles pages. C'est demander maintenant aux participants comment ils reçoivent cette lecture. Moi, j'ai été un peu interpellée par guerre contre le vieillissement. Pourquoi être en guerre? C'est, c'est une chance de vivre que, Ah oui, hein, de ah vivre oui. jusqu'à un âge un peu plus avancé. Le mot guerre m'a interpellée simplement. Alors, oui, moi je l'entends au sens de combat, tout simplement. Et puis c'était un peu une allusion qui était faite, parce que quand on nous dit devant nos placards hyper pleins ou nos stocks de tout, de livres, etc., qu'on nous dit, oh mais enfin quand même, c'est pas la guerre, en supposant que nous avons connu la guerre. Oui, Voilà. Et c'était une forme de façon de répondre que non, ce n'est pas la guerre, c'est notre guerre, notre petite chose à nous pour lutter contre justement l'adversité de tout ce qui nous est
fur et à mesure un peu retiré. Mais je n'ai pas effectivement de la vieillesse la représentation d'un ennemi à combattre, pas du Oui, tout. c'est Je ça. crois qu'il s'agit au contraire de nouer des accommodements, mais aussi de reculer aussi à certains moments, mais de réagencer quelque chose, de rebricoler une posture avec ce qui nous reste et qui est parfois fort large. Voilà, mais c'est pas au sens de quelque chose qui serait ennemi, qui serait J'avais adverse. l'impression donc d'une non-acceptation de la Non, vieillesse. pas du C'est tout. comme ça que je l'ai interprété simplement. D'accord. Non, 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 c'est pas une non-acceptation, mais je voulais pas non plus euh, faire ce que je dénonce à un autre moment du texte, quelque chose de ces vieillesses absolument extraordinaires. On n'a pas de rides, on fait des trekking, Oui, on va, bon, on fait 15 séances d'aquagym dans la semaine, voilà, etc. oui, oui, je Bon, comprends ce que vous dites. ça, j'ai beaucoup de mal à accepter cette représentation qui me semble complètement surjouée, mensongère. Moi aussi. Euh, et je voulais à la fois faire état des duretés de cet âge, mais aussi de ce qu'il ouvre sur l'existence. Vous avez raison, on est euh, bien heureux d'être là et que la vieillesse est aussi une ouverture très grande du fait que, précisément parce que le champ des possibles se rétrécit, mais du coup, on en prend toute la dimension. Et il y a des choses immenses qui s'ouvrent à nous et qui ne s'ouvraient pas. J'ai l'impression que je vois finalement beaucoup plus de choses maintenant que je les voyais quand j'étais plus jeune. Peut-être Mhm. parce que il y avait un maelstrom, il y avait quelque chose qui tourbillonnait très fort. Et là, quand ça tourbillonne moins fort, on regarde mieux, on regarde plus et on voit beaucoup, je trouve. Oui. Je comprends. Merci, merci madame. Une autre réaction? Oui, moi j'avais été un peu frappé par le premier extrait, qui est un peu l'évolution dans le monde professionnel, hein, les Oui, gens qui écrivent d'abord à la main, puis qui apprennent à taper à la machine, et puis finalement le traitement de texte qui arrive et tout ça. Mais là, quelque part, c'est votre expérience personnelle à vous, mais en même temps, c'est celle de tout le monde. Donc c'est là qu'on absolument. retombe sur le nous que vous évoquez Oui, après, oui, 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 après le oui, Covid, quoi, finalement. oui, Vous oui, parlez de vous, mais noyé dans un nous collectif, finalement. oui, oui, absolument. D'ailleurs, C'est le ça nous étant... finalement que ça Oui. devient lisible pour le lecteur, c'est que c'est pas uniquement un souvenir personnel, mais quelque chose Non, qui pas nous du tout. concerne Oui, tous. oui, 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 oui. Non, non, mais c'est vrai que c'est ce que vous dites, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est perceptible par toutes les personnes d'une génération, de ma génération, disons. Mais c'était une façon de retracer aussi l'avancée des technologies dans nos propres Mhm. vies parce qu'elles pèsent quand même quelque chose, elles sont présentes, elles permettent, elles façonnent des modes de vie aussi, elles accompagnent aussi nos existences. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point on les intègre aussi. Parce que, par exemple, l'histoire de plus savoir, moi, je me suis sincèrement posé la question de me dire, mais comment on faisait pour se donner des rendez-vous quand on n'avait pas les téléphones Mhm. portables en main? Quand on avait même des fois pas du tout de téléphone, comment on se donnait rendez-vous et quand on devait arriver en retard, qu'est-ce qu'on faisait? Et j'avais du mal à retrouver nos façons de faire, nos processus. Je pense déjà qu'on arrivait beaucoup moins en retard parce que tout simplement, on savait qu'on ne pouvait pas tellement prévenir. Donc, on s'efforçait d'arriver à l'heure, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant. Je ne veux pas faire une critique idiote du monde contemporain, j'aurais du mal à la faire. Mais c'est vrai qu'il y a il y a un façonnage de nos vies avec les technologies, quoi. C'est certain. Merci Jean-François. Une autre intervention? Dans l'écriture elle-même, finalement, parce que enfin, moi, quand j'étais plus jeune et que j'écrivais un peu comme tout adolescent, un poème ou Oui, l'autre, là, on le faisait à la main, fatalement. bien Euh, sûr. et puis quand arrivait le traitement de texte, ben, c'était un peu un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'écrit à la main en copie? Et puis, ben non, c'était idiot, évidemment. C'est tellement plus facile de pouvoir corriger au fur et à mesure. Et alors, maintenant, quand on voit L'intelligence les manuscrits artificielle. des anciens Ah écrivains oui. qui sont Ah, les raturés, tout magnifiques. ça, comme Ah oui. Marcel Proust, Ah tout oui. ça, c'est tout un Oui. tout petit, des lignes raturées, dans la marge d'un ajout quelconque, ben, on se dit, mais bien,
C'est quand même une autre époque. Mhm. C'est quand même Oui, plus oui, facile aujourd'hui, mais en même temps, quelque part, maintenant, on voit plus trop l'évolution de l'écriture. Enfin, finalement, on rend un texte fini, point final, oui. c'est la dernière version que Word a enregistrée, et les versions antérieures, finalement, ont disparu alors, inéluctablement. il y a des écrivains qui gardent leur version antérieure. Euh, sur quelques textes, moi, je les ai gardés parce que, pas par fétichisme, parce qu'il y a des passages que je n'utilise plus, que je laisse. Et du coup, quelquefois, je me dis, ce serait peut-être bien d'aller revoir ce que j'ai laissé pour voir. Mais moi, je continue à écrire à la main et avec l'ordinateur, les deux. Ouais, J'ai toujours une écriture à la main parce que dehors, ben, quand je prends des notes, quand je note quelque chose, c'est forcément avec mon carnet ou quelque chose qui doit être bref et qui est en général très sur l'instant et qui ne m'engage pas dans une espèce de rigueur que l'écriture d'un manuscrit hum, impose. Donc, du coup, je n'ai pas un espèce de surmoi là. Quand j'ai mes petites notes, personne n'est au-dessus de moi pour regarder si ça va ou si ça va pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai les deux écritures, je les trouve importantes l'une et l'autre. Oui, oui. Et après, c'est vrai qu'il y a des choses, quand bon, je transcris donc quelques notes sur l'ordinateur, des fois, voilà. Et je continue aussi indifféremment sur l'ordinateur et à la main, et tout ça finit Mhm. par trouver une forme de cohérence, quoi. Enfin, j'espère. Quelqu'un d'autre par rapport à cette lecture d'un extrait de tout ce qui nous était à venir? Mais moi, à travers ce nous, je me suis retrouvée hein, dans pas mal de choses que vous aviez dites, donc le nous me convenait tout à fait. Mais il y a tellement de nous. Enfin, je me demande s'il n'y a pas des personnes âgées, pauvres financièrement, mauvaise santé. Il y a bon, une famille harmonieuse ou beaucoup de tiraillements. Donc finalement, derrière ce nous, il y a tellement de réalités que je crois que la vieillesse se vit très différemment, voilà, selon tout ça, quoi. Oui, c'est absolument juste ce que vous dites. Et je trouve que la chose contre laquelle on doit alors vraiment lutter et guerroyer, c'est le sort terrible qui est fait à certaines vieillesses, avec des gens seuls, sans argent, isolés. Ça, c'est terrible. Là, c'est là qu'il faut porter la guerre. Parce que Mhm. franchement, ça n'a rien à voir avec... enfin, moi, ça n'a rien à voir. Mais Oui, ce que vous évoquez, c'est extrêmement important, votre remarque. Parce que moi, j'ai cherché justement dans les notations de ce nous, des choses qui pouvaient être vraiment de l'ordre de notre commun à tous, oui, avec des écarts, forcément. On n'est pas tous, l'ensemble des notations de ce livre n'est pas partageable exactement par tout le monde, ça j'en suis bien consciente. Mais je pense que chacun peut ressentir d'une façon ou d'une autre sur chacune de ces, enfin sur ces notes quelque chose qu'il peut s'approprier, dont il oui, peut dire, voilà. Et puis quelquefois aussi, c'était une façon pour moi, paradoxalement, de singulariser le propos. C'est-à-dire, quand par exemple, je, je parle de ce fragment que je vous ai lu où il y a quelque chose qui se décale. On est dans une assemblée, mais on prend un peu de recul, on n'est plus vraiment là, on regarde autre chose. Les choses que j'évoque, qui sont regardées par ce nous, sont strictement des choses que moi j'ai vues. Le visage de la petite chatte triste, l'homme qui dénoue ses chaussures, etc. Ça, ce sont des éléments qui sont strictement de l'ordre de ma vision. Mais en les proposant dans le cadre du nous, j'ouvre aussi, j'espère, une fenêtre pour le lecteur pour y placer ses propres représentations de ces moments d'écart avec le monde qui l'entoure. Euh, donc c'est vrai que enfin, je vous remercie de m'avoir posé cette question parce qu'elle ne m'est pas souvent posée et je trouve que c'est important effectivement de permettre cette distinction, déjà comme vous l'avez fait dans le champ social, mais aussi d'un nous qui est à la fois du personnel, mais qui peut relancer du collectif. mhm. Merci. Merci Cécile. Un autre commentaire
Oui, je vais intervenir euh, simplement pour dire que l'avancée en âge s'accompagne d'une limitation et de limitations au pluriel qui interviennent à tous les niveaux de la vie. Donc, cela exige de moi, en tout cas, de la personne, de, d'ouvrir les yeux, d'apprendre jusqu'où je peux aller, Oui, ce qui n'est pas ce que je pouvais faire l'année passée, ni mhm, l'année d'avant, oui, et, et aussi d'apprendre à demander de l'aide, mhm, à oser demander aux différentes personnes de l'entourage ou de la famille ou mhm, des amis, voilà, j'ai besoin d'aide, telle et telle et telle chose. Ce oui, qui est, en tout cas pour moi, était quelque chose d'assez difficile à faire. oui, 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 oui. Mais je partage absolument ce point de vue. Ce que vous dites, c'est vrai que dans le texte que je vous ai lu, j'évoque bien que nous n'osons pas déranger. Ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut souvent lutter pour demander de l'aide. Euh, Voilà, et il faut, enfin, c'est une vraie lutte, hein. Demander de l'aide, c'est vraiment quelque chose qui est loin d'être aussi simple, même auprès de gens très proches avec lesquels on n'a aucun problème d'affection ou d'amitié ou de tendresse. On sait très bien qu'ils nous rendront le service qu'on leur demande, mais c'est difficile de franchir le pas, c'est difficile de le faire. Il y a une espèce de modestie de la vie vieille. Euh, on a le sentiment d'un retrait qui est nécessité par une espèce de forme de pudeur ou de désir de ne pas encombrer, de ne pas, voilà, de ne pas submerger les autres. Et cette forme de retrait, c'est aussi ça, la vieillesse. Et vous avez raison d'évoquer les moments où les choses qu'on ne peut plus faire. C'est toute une partie de ce texte, d'ailleurs, l'avant-dernière partie, où il y a une espèce de recollation de tous ces gestes ou des choses qui se retirent et comment, malgré cela, on fabrique notre petite nid de brindilles là et comment on recompose ça autrement, comment on fait avec voilà, ce qui, fur et à mesure, est retiré. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à la fois une douleur, incontestablement, et aussi quelque chose qui va faire voir autrement ou faire saisir les choses autrement. Je ne sais pas s'il y avait un passage peut-être que je pourrais vous relire là-dessus. Euh, euh, voilà. Par exemple, je vous lis juste un tout petit extrait pour peut-être mieux qu'un long discours. Nous devons renoncer, trop instable, trop plein de vertiges, de douleurs articulaires, aux genoux, de lumbago, de sciatique, de nausées, de maux de tête, de palpitations, d'essoufflements. Nous ne pouvons plus faire cette balade, voir ces magnolias fleuris pourtant pas si éloignés, ni voir ses amis, ni traverser l'île Saint-Louis, relire la plaque à l'entrée de l'atelier de Camille Claudel et pleurer encore devant la justesse de ces mots brefs, puis saluer le très vieux robinier, aller voir les gobelets dans cette boutique japonaise, longer la Seine. Nous ne pouvons plus marcher le long du canal Saint-Denis, voir les restes de l'habitat modeste que personne ne songera à conserver et que nous affectionnons, avoir des points de repère, des sentiers dans cette ville ou une autre, avoir ces plaisirs sans usure de la promenade, que des années ont étalonnés jusqu'à la perfection, retrouver les bornes, l'arbre, la courbe du sentier, la côte, ou les arêtes de la ville, qui marquent le changement de quartier, de paysage, de vue, ces frontières perméables qui nous emmènent vers un autre enchantement.
Nous ne pouvons pas nous résigner. Nous espérons toujours qu'il y aura un lendemain qui chantera. Nous refaisons mentalement et douloureusement le chemin. Nous cherchons vainement des accommodements, prendre un taxi, se faire accompagner, adopter une canne, un déambulateur, trouver un nouveau traitement, sachant bien que peut-être, encore une fois, nous passerons par ici, mais qu'il y aura la dernière, celle que nous ne connaissons pas encore, que nous redoutons si fort et qui rend si amère la presque dernière promenade. Voilà. Euh, voilà. Ça, vous écrivez, nous ne pouvons pas nous résigner. La résignation n'est pas Ouais, l'acceptation, non, hein. non, 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 non. Et c'est ça qui est aussi une certaine forme de beauté, c'est pas le mot, mais une certaine force aussi finalement de la vieillesse. C'est de savoir, de voir ce qui se passe et de ne pas de ne pas se résigner. C'est ça. C'est une forme de lucidité. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de nostalgie non plus. Enfin, on ne ressent pas de nostalgie ou de tristesse dans votre texte. Mm. Ben, Vraiment, j'en ai pas senti. je crois pas effectivement que ce soit un des thèmes de ce livre, non. Il peut y avoir des chagrins, mais c'est pas la même chose. Mm. Le manque ou la perte sont souvent présents dans vos textes, mais sous un jour particulier qui est de dire ce qui a, ce qui n'a pas eu lieu ou qui n'a pas eu, n'est pas né nous constitue aussi, et ce qui a été vécu continue d'une certaine façon d'être présent. Ça, je trouve que c'est assez récurrent dans vos textes, Oui, cette oui. vision euh, du manque, de la perte, de l'absence, mais sous un jour plutôt positif. Mhm. Mais c'est très, très juste ce que vous dites, parce que effectivement, euh, les absents de nos vies, soit parce que c'est le passé, soit parce que les gens sont morts, soit parce que ce sont les enfants qu'on n'a pas eus, que ce soit, enfin bon, il nous constitue, il nous crée. Il y a une part active de l'absence dans la création d'un individu. Ça, j'y crois vraiment très, très fort. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, par exemple, pour reprendre un thème, celui des morts avec lesquels on continue de cohabiter, de vivre finalement, comme ils changent comme ils changent, c'est-à-dire qu'ils sont pas toujours à la même place, ils sont pas toujours de la même façon, cette façon que nous avons de vivre avec les personnes disparues, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du vivant, puisque eux aussi, leurs souvenirs bougent, les choses dont on se remémore d'eux bougent, les dialogues intérieurs qu'on a avec eux changent. Enfin, il y a quelque chose qui continue d'exister, même dans l'absence et le manque. En fait, je crois que mon point de vue est très simple. Je crois que tout est vie. Tout est vie. Et que ça, c'est vraiment quelque chose auquel je marque-boute de plus en plus au travers de l'écriture, finalement, oui. Il n'y a pas de survie hein, dans votre texte, tout est Non, vie. Oui. tout est vie, oui. Oui. Ce que j'ai, moi, en vieillissant avec les années, c'est de me rendre compte avec gratitude de ce que j'ai reçu de mes parents en valeur, notamment en valeur, sans sermon, hein, sans Mhm. sermon, sans... Moi, en vieillissant, je perçois mieux ce que j'ai reçu de bon venant d'eux. Voilà, simplement, je ne l'avais pas quand j'étais plus jeune. Ben, plus jeune, même à Oui, 50 oui, ans, hein. oui, 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 oui. Voilà, ça c'est un exemple. Oui, mais c'est vrai que les comptes sont réglés. Les ac- Oh là là, on a une petite coupure. aussi n'ont plus lieu d'être. Et il y a aussi un apaisement aussi dans la Pour moi, oui. fréquentation. Après, il peut y avoir, bon, ça, on va pas faire des généralités, mais c'est vrai qu'il y a des choses extrêmement douloureuses. Moi, j'ai une histoire familiale un peu compliquée et un peu difficile, mais je me rends compte
que ce qui était une souffrance et d'une force et d'une vivacité inimaginable change aussi. La douleur aussi change de figure, elle change, elle avance, elle s'élabore, on repense jamais à ces traumatismes de la même façon. Euh, voilà, C'est vrai. tout est Enfin, toujours en remaniement, tout est toujours en recomposition. On est des jardins, nous aussi. On- les feuilles tombent, d'autres poussent. Enfin, il y a quelque chose comme ça de cyclique, d'un renouvellement qui n'est pas de la répétition, c'est un renouvellement. Oui, oui. On parle de la vie, Jeanne Sautière, mais vous évoquez aussi à plus d'une reprise le sacré. Et Oui, d'ailleurs, dans cette page consacrée aux manifestations, il y en a quand même quelques-unes de pages où on vous voit militante envers et contre tout. Vous écrivez, nous sommes appelés encore une fois, appelés comme par le sacré, les voix, les dieux, comme c'est idiot et vivace. Et ailleurs, je ne sais pas si c'est dans Dressing, il me semble que oui, vous parlez aussi du sacré oui, en disant ce qui est à tous, chose commune et offerte, il y a des prières sans foi ni illusion. oui. Vous pourriez un peu nous parler de votre sacré? Alors moi, j'y crois vraiment beaucoup à cette histoire de sacré. Je, c'est difficile à expliquer. Je ne suis pas croyante, mais pourtant, je cohabite facilement avec le sacré. Et je crois que c'est, c'est important qu'une vie humaine côtoie cette dimension, parce que c'est quelque chose qui nous permet justement de, de rendre intouchable un certain nombre de choses qui sont essentielles à la vie, justement. Et quand je vois là en ce moment ce qui se passe autour de nous, ce qui, ce qui nous arrive, ce qui arrive à d'autres pays que le nôtre, ce qui se passe, je suis un peu inquiète de voir justement une perte du sacré et je dirais presque au contraire quelque chose où la religion a pris la place du sacré. Et ça, je trouve que c'est un problème extrêmement contemporain. On voit Trump invoquer le religieux, ça me fait tomber les bras, les bras m'en tombent, enfin les bras m'en tombent. Voilà quelqu'un qui est le plus grand profanateur qu'on ait jamais pu entendre, qui travaille à la destruction de l'humain dans l'humain, mais qui va vous brandir la religion. Et effectivement, pour lui, il n'y a plus de sacré. C'est-à-dire, il n'y a plus un espace où quelque chose est sauvegardé au titre, encore une fois, du vivant et du respect de la vie. Et voilà, je le dis peut-être un peu emphatiquement, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez fondamental, oui, la question du sacré. Et je le vois à la portée vraiment de tout le monde, de tout le monde, croyant ou pas croyant. Le problème n'est pas celui-là, hein. C'est, Mhm. Alors, une petite parenthèse, on évoquait la vie, l'envie de vivre, la vie jusqu'au bout. Peut-être une petite parenthèse sur les animaux, oui, sur lesquels vous écrivez, ce sont des dieux et déesses qui ont le don pour la vie. oui, Et vous écrivez aussi de vous, la condition de bête, moi comme bête, c'est même le seul endroit où je ne me sens pas atteinte. oui. Quelle belle, quel beau propos, au sujet des animaux. Ben oui, moi je prends souvent exemple sur les animaux qui me sont proches. Ils me donnent souvent beaucoup d'indications sur justement, il y a quelque chose d'absolutiste dans l'envie de vivre des animaux. Euh, et c'est d'autant plus tragique quand on voit l'animal perdre son envie de vivre. Ça m'est arrivé quelques fois de voir ça, et c'est pour moi d'une tristesse abominable, abominable. Parce que les animaux, ils ont effectivement cette vie chevillée au corps. Ils choisiront toujours l'hypothèse de la vie. Toujours, toujours, toujours. Quels que soient les aléas de leur existence, ils vont choisir la vie. Et je trouve qu'on prend de grandes leçons avec eux de cet ordre-là. Outre le fait que
ils sont souvent très beaux, tous ces animaux, et que ils nouent avec nous un rapport extraordinaire dans leur façon de déambuler, dans leur façon de s'adresser à nous, dans le compagnonnage qu'ils acceptent de mener avec nous, bien courageusement. Je les remercie. Mais voilà, donc c'est vrai que l'animal a une place très, très importante dans mon existence, et je sais que rentrer chez moi et trouver mon chat là, c'est comme si vraiment l'âme de la maison était vraiment là, était vraiment qu'il était le sauveteur des choses animées de cet endroit. Ah oui, oui, il y a une très belle page sur, enfin, tout l'ouvrage est magnifique, mais dans Mort d'un cheval dans les bras de la mer, sur comment l'animal rend un lieu encore plus hospitalier. Oui, oui, Ah, oui. c'est vraiment très, très beau. Et donc, Mort d'un cheval dans les bras de sa mère, vous fûtes un cheval, vous fûtes un Oui, petit cheval. oui. J'étais une enfant très, très perturbée, mais j'avais inventé cette chose extraordinaire pour me sauver de mes malheurs familiaux, c'était de devenir un cheval. Et j'ai réussi. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention de la part de quelqu'un ou de quelqu'une? Mais moi, je ne l'ai pas lu, mais ce titre de Nullipare, oh, ça fait mal, quoi. Et je l'ai entendu chez d'autres personnes que pour moi, quoi. Je trouve le mot tellement douloureux. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Euh, comment ça... Voilà, c'est pas un terme médical, je suppose. Si, Ah si, bon, ah bon. si, si, si. Enfin, oui, c'est-à-dire que enfin, j'ai commencé ce livre effectivement un jour où je passe à une mammographie euh, Oui, après la ménopause et le médecin, il dicte, je fais tomber mes lunettes. Le médecin dicte son compte rendu comme ça, son dictaphone, et c'est la première fois que j'entends le mot nullipare. oui. Et je suis absolument interpellée. Oui. Je suis saisie. Pas forcément parce que je trouve que c'est un mot grossier, mais je le trouve, effectivement, parce que, comme vous le dites, il est inaudible à la première. Et en fait, j'utilise tout ce livre pour déplier. Alors, attendez, on va faire sortir le chat, ce qui peut sortir. Voilà. Et quand le chat peut sortir, il faut le faire sortir. Euh, et du coup, tout le livre va servir à déplier ce mot, ce seul mot, dans lequel n'importe quelle femme entend d'abord nul dans Bien nullipare. sûr. Voilà. Donc, c'est la renvoyer à quelque chose de cet ordre. Et puis, nullipare, c'est non partagé. Euh, et moi, j'ai été beaucoup partagée. J'ai vécu dans plein d'endroits dans le monde. Enfin bon. Et il y avait quelque chose qui servait. Ce mot a servi, en fait, c'était un instrument pour déplier un peu ce mot-là. Mais vous aviez dit quelque chose d'important. Oui, c'est que, en fait, c'est pas la dimension, parce qu'on nullipare, ça a aussi une dimension, c'est réservé aux mammifères. Voilà, on l'utilise pour Mhm. les mammifères que nous sommes, que nous sommes. Oui. C'était pas ça qui me choquait. C'était pas qu'on me mette dans une condition de bête, parce que Mhm. là, je trouvais que moi, comme bête, ça vaut le coup, hein. Je trouve que ça vaut la peine. Mais c'était le reste aussi avec le stigmate social, avec toutes ces choses que Oui. les femmes nullipares connaissent, mais peut-être d'ailleurs que toutes les femmes connaissent, parce qu'il y a toujours une façon de d'épingler une femme à l'ordre qu'elle a dans la procréation, qui est toujours, je trouve, extrêmement violente. Et voilà, donc ce livre, c'est effectivement l'exploration sensible d'un mot. C'est ça. Mm. Merci. Une autre remarque, une autre question? J'aimerais savoir, peut-être aussi, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur à l'écriture? Ah, un Euh, événement déclencheur? oui. Alors là, je ne sais pas du tout. Vu que ça fait bien longtemps que je gribouille,
L'écriture de publication, vous voulez dire dans la Oui, publication oui, ou dans oui, l'écriture oui, dans la publication? Oui, oui. il y a un élément déclencheur, c'est vraiment la question de fragmentation, c'est-à-dire le moment où j'ai quitté mon travail d'éducatrice pour prendre un autre poste dans l'administration pénitentiaire, mais qui me coupait du contact avec les justiciables. Il y a eu un sentiment d'un espèce de vide tout d'un coup, parce que j'ai quand même passé plus de 22 ou 23 ans à écouter le récit des gens dont je m'occupais, et tout d'un coup, paf, ça s'arrêtait. Et je me disais, ces histoires-là, je les entendrai plus jamais. Et je pense que ça a été vraiment l'élément déclencheur de ce livre. Oui, oui. C'était pas pour remplacer, c'était pour au contraire, laisser toute la place à la perte, c'était pour lui faire, euh, oui, voilà, toute sa place, mais dans la littérature. Je trouvais que c'était important euh, que ce livre ne soit pas un livre de sociologie, un livre de, c'est pas un essai théorique, c'est pas un livre politique non plus. C'est vraiment quelque chose. Je voulais que les gens choisissent ce livre et le mettent dans leur bibliothèque au milieu de tous les autres et que du coup, cette singularité des vies délinquantes, elle soit remise dans le, dans l'ensemble des livres qu'on est amené à lire. Voilà, c'était ça un peu mon objectif. Et Oui. quel est le Oui. titre de ce livre de votre... Fragmentation d'un lieu commun. Ah oui, pourquoi il s'appelle comme ça? Non, juste avoir le titre du livre. Fragmentation d'un lieu commun. Ah oui, c'est ce livre-là, d'accord. Oui, sur la prison, oui. Oui. Il y a une chose qui m'intrigue, Jeanne Sautière, dans votre parcours, c'est que vous êtes claustrophobe, me semble-t-il, et que vous allez travailler en prison. Ah C'est oui, vraiment alors une ça. manière d'aller, c'est très frontal comme manière de vivre votre claustrophobie. Oh oui, mais ça, je vous assure, quand j'ai choisi ce métier, tous mes amis étaient atterrés. Ils m'ont dit, mais attends, tu vas pas t'en sortir, comment tu vas faire? Et pourtant, Dieu sait si la phobie d'être enfermé est quelque chose c'est encore actif chez moi, mais ça m'a pas arrêté 2 minutes. Et j'ai même encore du mal à comprendre aujourd'hui euh, pourquoi j'ai pas pris en compte cette dimension, quoi. J'étais la personne la moins capable de faire ce métier. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Voilà, je suis extrêmement à feu et à sang contre l'injustice. Voilà, je suis claustrophobe. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que je suis allée faire là-dedans, quoi? Et en fait, je trouve que tous ces défauts se sont avérés être des qualités parce que du coup, j'ai eu une attention extrême au lieu parce que en fait, même enfermé dans un ascenseur, euh, l'intérêt, c'est de trouver le morceau d'espace que vous allez reconstituer. Vous allez le faire, vous mourrez pas de votre peur. Vous allez la conjurer par un petit système que vous allez inventer. Et voilà, et moi j'inventais mes petits systèmes et je voyais les détenus qui faisaient pareil, quoi. Et d'ailleurs de façon très étonnante, parce qu'il y a des détenus qui aménagent beaucoup leurs cellules, qui mettent beaucoup d'objets, qui font beaucoup de choses comme ça, qui estompent le champ carcéral, et d'autres au contraire qui ne mettent absolument rien, qui ont des cellules intégralement vides. Et c'est une façon pour eux de dire, vous m'aurez pas. Moi, je ne suis pas là, je ne m'y installe pas, je n'y vis pas, vous ne m'aurez pas. C'est une position de recul par rapport à la prison. Et je voyais les façons de faire, les procédés, les choses comme ça. Et bon, c'était extraordinaire aussi de pouvoir voir ça. Et voilà. Donc, on peut dire aussi que vous avez pu voir que l'humanité restait présente, Oui. même dans ces espaces quand on ne les connaît pas, on en douterait. Ce sont des espaces très durs et très violents, c'est indiscutable. Alors c'est vrai, je pense que la prison que j'ai connue moi n'est peut-être pas celle qui existe maintenant, quoique je pense qu'il y a toujours un espèce de noyau dur de la prison, quelque chose qui de toute façon sera toujours, la prison sera toujours la prison, quels que soient les éléments qu'on lui apporte ou quels que soient les contextes. Mais pour autant, j'ai perdu mon fil, pardonnez-moi.
Euh, oui, vous parliez de l'humanité. Oui, j'ai entendu des choses qui m'ont semblé extraordinaires d'humanité proférées par des gens qui avaient fait des crimes abominables. Et il y a des moments, d'ailleurs, c'est des moments complètement bouleversants dans nos vies professionnelles où on entend quelqu'un revenir sur son acte et tout d'un coup le voir et le considérer et voir ce qu'il a fait. Et ça, c'est un choc souvent majeur, mais c'est aussi un moment où vous avez l'impression que oui, l'humanité se repose dans la personne, quelque chose qui revient de l'humain, et sont quand même des moments assez extraordinaires. Et ça, j'ai pu le voir plusieurs fois, heureusement, dans ma carrière. Et puis, on voit des choses affreuses, mais on voit aussi des choses magnifiques, des solidarités entre les détenus, des détenus qui n'ont rien, mais qui vont donner le peu qu'ils ont à celui qui a encore moins que lui. Enfin, ça, c'est quand même des moments très, très forts, c'est sûr. Ouais. Et pour l'instant, on parle beaucoup justement des peines, des remises de peines, de raccourcir les peines, de passer Ouais. électronique. Mm. Et ceux qui sont sortis de prison parfois se disent qu'il y aurait moyen de changer le monde carcéral. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire de ce côté-là. Est-ce qu'on peut avoir un espoir qu'un jour, on sera plus humain avec ceux qu'on estime déshumanisés? C'est une grande question. Ben, j'aimerais bien pouvoir vous répondre, mais je ne le peux pas. Parce que je pense que ça dépend des politiques publiques qui vont être menées. Et les politiques publiques, elles ne sont pas complètement désincarnées. C'est-à-dire que c'est le champ social, c'est nos sociétés qui génèrent ces politiques publiques. Voilà, on élit des gens qui sont ce qu'ils sont. Et après, faut pas s'étonner de ce qui se passe, quoi. Voilà, moi, je suis un peu consternée de voir chez nous le ministre de la Justice qu'on a et le ministre de l'Intérieur qu'on a. Je pense que ce sont les gens les moins capables de mener des politiques intelligentes, raisonnées. euh, oui, c'est ça, intelligentes. Parce que ce qui me frappe, c'est le niveau de bêtise de tout ça, de bêtises. Parce que s'il suffisait de donner des coups de bâton sur la tête des gens pour que ça aille mieux, ben, on aurait fait la fortune des marchands de bâtons, mais on n'aurait pas fait la fortune de la sécurité et de la tranquillité publique, ça c'est clair, hein. Évidemment que... Mais on n'est pas un pays pragmatique non plus en France. On est un pays complètement irrationnel. Bon. Et je crois que ça nous coûte beaucoup, quoi, parce qu'il y a des pays qui réfléchissent autrement, qui essaye de comprendre ce qui se passe chez quelqu'un qui déraille et comment faire, donc justement, à partir de cette compréhension pour faire autrement. Mais c'est pas le chemin qu'on prend ici. Ici, on est sur l'éructation, le populisme et des choses de cet ordre. Et moi, ça me fait très, très peur. Très, très peur. Mm. Jeanne Soutia, il y a aussi les enfermés du dehors dont vous Oui, vous souciez. oui, vous parlez des réfugiés? Oui, Oui. Bah écoutez, ça c'est pas, je ne souhaitais pas du tout m'engager dans ce genre de choses, mais il se trouve que j'habite dans un quartier où il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés. Et que du coup, il y a des campements qui sont installés. Donc, avec des amis, on a commencé à faire une distribution alimentaire le matin. Et puis, ça a continué pendant des années, des années. Je le fais plus là en ce moment parce que bon, j'y arrive plus. J'arrive plus à me lever, à partir collecter du pain à 7 heures le matin en traînant mes huches de pain dans le métro. J'arrive plus. Mais je reste quand même très, très soucieuse, effectivement, de tout ça. C'est les enfermés du dehors dans la mesure où, effectivement, les ségrégations sociales, la, la, la- la- la façon dont on aborde les étrangers est un enfermement. Et ça reste saisissant pour moi parce que moi, j'ai été une étrangère aussi longtemps dans ma vie. J'ai vécu à l'étranger et j'ai vu que, bon, on se comporte pas comme ça dans les pays que j'ai connus avec les étrangers, quoi. On n'est pas, voilà, on est accueilli, on est respecté. Et ici, c'est pas du tout le cas. Et ça me fait, franchement, enfin, ça m'indigne vraiment profondément. Sans compter que le visage de l'étranger, voilà une dimension du sacré. La figure de l'étranger, ça doit être une figure sacrée. C'est ça qui fonde l'hospitalité. Et c'est là que, il faut absolument avoir le plus grand respect. Mais bon, vous voyez bien ce qui se passe. Enfin, bon, c'est pas.
Et c'est plutôt par l'éloignement, par le traitement de cet ordre qu'on réfléchit, qu'on raisonne. Merci. Est-ce qu'il y a, on va bientôt clore cette séance. Bonjour Véronique. Oui, je suis désolée, j'avais une réunion qui s'est prolongée. Désolée, vraiment, je me dis, je vais vite me brancher pour sentir l'ambiance. Je pense qu'on va avoir un enregistrement. Il y a eu quelques chipotages des services d'information sanitaire, mais j'espère qu'on aura quand même une grande partie de cette Super. rencontre enregistrée. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, un commentaire? Et moi, je dirais que vos livres donnent beaucoup d'espoir, en tout cas, et donnent envie d'être lus et même de les faire lire, même, je dirais, dans les écoles d'infirmières, de psychologues. On devrait tous lire, finalement, parce que c'est la vie à laquelle on passe tous. Donc, merci. Bah, merci à vous. Je voulais vraiment vous remercier pour vos questions, qui ont été des questions importantes aussi pour moi, parce que quand on n'est pas questionné sur son travail, après, on l'appauvrit aussi d'une certaine façon. Et vos questions m'aident aussi à avancer un peu, et je vous en remercie vraiment beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Jeanne Soutien, on espère vous rencontrer autour d'un prochain titre. Oui, Peut-être. J'ai un projet avec une photographe belge. ah Donc bon? peut-être on se verra en vrai un jour. On l'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci à à tous vous. et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Véronique et madame. Désolée vraiment, mais j'étais dans une situation où je pouvais pas mettre fin à mon autre réunion. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Véro, Oui, reste en ligne une seconde que je t'explique après. d'accord, je reste. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Patricia. Au revoir, Pierre. Au Bientôt. revoir, Pierre. Au revoir. Muriel, au revoir. Au revoir, Véro. Au revoir. Du coup, je réponds quand on me dit au revoir. Où est-ce qu'on quitte? Oui? Oh, oh, oh. Ça va, Véronique? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Donc, je suis désolée, mais comment? J'avais une réunion de 11 heures à midi avec quelqu'un qui est une amie aussi et qui a commencé à me raconter tout ce qu'elle avait souffert dans son divorce. Et donc, Oh, je n'ai pas eu le cœur de lui dire, oh, écoute, je dois me oui, brancher sur un Zoom, oui, quoi. oui, oui, oui. Voilà, je voulais juste te dire ça. Ah Et toi? oui, bah écoute, j'espère. Normalement, on a une bonne partie qui est enregistrée, mais tu vois, avec Oui, la cyberattaque contre le SPW, il y a eu aussi du oui. chipotage chez nos services informatiques, donc ça a bugué. Voilà. Mais la dame a l'air sympa, je trouve. Oui, très. Écoute, il Oui, faut absolument lire bah, tout ce qui nous était à venir sur le temps qui passe, qu'elle a pu écrire oui, sur les vêtements. Tu dis, voilà, les vêtements. Mais non, elle dit ouvrir sa garde-robe comme on ouvre un livre. Sur la prison, fragmentation d'un lieu commun. Le fait de ne pas avoir d'enfants, mais de se dire que ça nous constitue quand même et que ça nous construit nulle y part. Corps flottant, ses souvenirs au Cambodge quand elle avait oui, entre 17 et 20 ans. Écoute, c'est passionnant. Station, tous les moyens de transport qu'elle a empruntés au milieu des autres, tous ses déménagements, ses changements de boulot. Et alors, j'aime beaucoup Mort d'un cheval dans les bras de sa mère, qui est une petite phrase de son père, et où elle revient sur tous les animaux qui ont traversé son existence, et aussi sur ce qu'elle a vécu, que sa mère, d'un premier mariage avec un monsieur tuberculeux, a eu deux enfants dont elle savait qu'ils étaient condamnés. oh Et là donc, tu là, vois, il y a quand même cette oui, histoire familiale là derrière. Je trouve oui, que c'est vraiment une grande, grande autrice. Dis-moi, je voulais te dire quelque chose. J'essaie oui. de relancer la robe de nuit, de repartir à zéro pour monter la robe de nuit. Donc, tu vois Attends, pas, tu toi, me rappelles la robe de nuit, c'est la robe quoi? de nuit, c'était le texte que j'ai consacré aux Ah, personnes en Carole? revalidation, non Ah, pas à Carole, aux oui, personnes je vais te l'envoyer, aux oui, personnes en revalidation en maison de repos.
Oui, et en fait à ma mère à la fin de sa vie. Donc il y avait un d'accord. projet de faire un spectacle. Le confinement a tout fait exploser. On avait eu de l'argent du comité d'éthique de Jolimont. Et Oui. puis ben, tout ça s'est perdu. Puis la comédienne s'est fâchée avec la metteuse en scène. Donc j'essaie de relancer. Tu connais Olivier Descamps? Non, Non. il est médecin à Jolimont et lui avait trouvé un budget à l'époque. Donc, en fait, je cherche un peu quelques mécènes ou quelques partenaires pour relancer le projet. Je rencontre le centre culturel de la Louvière la semaine prochaine. Tu verrais pas, toi, qui je pourrais interpeller? Enfin, il faut pas énormément d'argent, mais au moins qu'il y ait quelques partenaires. Je dois Euh, tout reprendre à zéro, hein. et donc, ton objectif, c'est d'en faire une pièce de théâtre? Ouais, c'est d'en faire au moins une lecture spectacle, mais vraiment à minima, quoi. Peut-être plus une pièce Oui. de théâtre avec une mise en scène, comme ça avait été le cas, Et tu voudrais, comment? Tu voudrais pouvoir le présenter dans quel genre de... bah, dans des centres culturels, tu Donc, vois. d'en faire plusieurs... Oui, au moins une, quoi. En faire au moins une représentation, peut-être dans des plus petits théâtres, tu vois, avec une forme très dépouillée, suffit d'une comédienne et d'une chaise, quoi. On s'était lancé dans une mise en scène, ça avait pris beaucoup de temps, beaucoup de sous. Et je pense pas que ça soit nécessaire pour le texte, tu vois, qu'il y ait des déplacements, des accessoires, voilà. Non, oui. Donc, comment je vais dire? Je vais t'envoyer le texte Envoie-moi le texte. Et alors, et la revue de presse qu'il y avait eu. tu vois, à Otigny, on essaye de promouvoir ce qu'on appelle la culture alternative, c'est-à-dire qui viennent d'initiatives justement de personnes et compagnies. Donc, enfin, c'est maintenant c'est la majorité MR engagée. Ouais. Il faut les convaincre, hein, mais il y a peut-être de Et la... vous essayez de faire ça où à Otigny? Ben, écoute, il y a eu tout un débat justement autour de là parce qu'il y avait une traditionnellement à la ferme du Biérot, il y avait une partie qui était, je veux dire, gérée par une ASBL, où d'ailleurs il y avait le fils de Pierre Bizel qui était là-dedans et qui produisait des événements un peu alternatifs. Mais le problème, c'est que ils ont un peu laissé aller les choses et que ici maintenant le bâtiment est un peu insalubre, etc. Mais ça a permis, si tu veux, cette histoire un peu malheureuse de remettre sur le tapis l'importance d'une culture un peu alternative qui n'est pas forcément, comment je veux dire, une pièce à jouer au village et des choses comme ça, Oui, quoi. c'est ça. Quoique, il y a des possibilités de scènes un peu. Tu vois, c'est. Comment je veux dire? Au centre culturel d'Otigny, il y a le centre culturel officiel avec sa grande salle et tout ça, mais tu as aussi la ferme Doudouer où il y a quand même 130 places où il y a moyen de faire des trucs, tout ça. Le seul truc, c'est que ici maintenant, ils vont refaire en fait la façade du centre culturel, donc il va être inaccessible pendant un bout de temps. Donc j'imagine que l'agenda est plein de l'autre côté, si tu Ouais. veux. Mais Enfin, voilà, c'est vrai que ici, la réunion que j'avais, c'est avec la dame qui gère le groupe qui est le Conseil consultatif des aînés. Ah oui, Donc, ça pourrait être ah intéressant, hein. oui, Donc, ça prend combien de temps, tu crois? 45 minutes. Et ça laisse le temps pour un petit débat après, tu vois. Le texte n'est pas long, hein. Oh, tu es toute figée, là. Tu étais toute figée, j'ai pas entendu ce que tu disais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été Ben, tu coupé? étais toute figée. J'ai dit 45 minutes et après, tu étais Ah figée. oui, oui, oui. Je sais pas ce Mais que il tu me as dit dit. que effectivement, ma connexion Internet est instable. Oui, c'est ça. Euh, et par exemple, en faire une lecture, donc il y a deux événements qu'on organise. C'est quand même relatif aux personnes âgées, ton truc, Oui, mais à l'entourage aussi, et à puisque l'entourage. tu as les gens qui viennent en visite, Oui, tu as oui. quand même un regard, tu as quand même une présence d'autrui dans ce Parce que texte, quoi. si tu veux, il y a Et deux t'as le trucs personnel soignant. qui sont en préparation. Enfin, il y a plusieurs trucs, hein. Donc, mais deux, il y a le forum des conseils consultatifs des aînés du Brabant wallon qui va faire un événement.
Et donc, on pourrait très bien, tu vois, début d'après-midi, faire une lecture, etc. Oui, il faudrait déjà avoir une comédienne, quoi. C'est quand? Ça, c'est pas encore défini. Et puis alors, le 11 octobre, il y a la journée mondiale des aînés où on fait toujours quelque chose aussi. Quand tu dis on, c'est qui? Le conseil consultatif On des sait pas. aînés. Et puis alors, oui, tu pourrais demander, et pourquoi tu ne demanderais pas au cabinet Copiters un petit financement? Ah oui, ben oui. Bon, n'oublie pas que ça, Florence Parent, là, c'était quand même l'ex-femme de Copiters. Et quoi, elle est où, elle, maintenant, Florence? Florence, c'est quelqu'un d'un peu particulier, hein, parce elle est comme ça, c'est vraiment une surdouée, hein, cette fille-là. Et donc, ça bouillonne dans tous les sens tout le temps. Et je pense qu'elle est à Bruxelles, en fait. Il me semble que Hmm. j'ai entendu une fois, je l'ai croisée dans un train. Il me semble qu'elle avait racheté une maison à Scarbeck, un truc comme ça. Mais donc, elle a été pendant quelques années avec un type, un prof de sociologie français, tu sais, dans toute sa splendeur, là, Ah, ça devait le être prof marrant, ça. français qui était quand même pas mal plus âgé qu'elle. Mais maintenant, c'est fini cette histoire-là. Enfin, quand je l'ai vue la dernière fois, c'est-à-dire il y a un an ou deux, je dirais, elle n'était plus avec lui. Mais ils ont écrit des bouquins, tout ça Ah ensemble. bon, ben, je vais aller voir. Oui, oui, non, comment est-ce qu'il s'appelait? Jean, je crois, il s'appelait. Enfin, bref, je ne sais plus très bien. Mais donc, je pense qu'elle est plus du tout Ouais, directement dans la santé. ben, je Par contre, vais. Yves, oui. Oui, Et le mec qui s'occupe des aînés dans son cabinet, c'est Christophe Buret. oui. C'est l'ancien directeur des aînés de la VIC, en fait, tu vois. Ah oui. Ok, bah écoute, je Et, verrai déjà et- un peu plus clair la semaine prochaine, puisque je vais au hum, centre culturel, parce qu'en fait, ici à la Louvière, ils ont un projet auquel on est associé au niveau de la Biblique qui s'appelle Angle mort. Donc, on a oui, plusieurs événements qui vont être mis sur pied, et la lecture de la robe de nuit, ça pourrait s'inscrire un peu là-dedans, tu vois. Donc, j'espère qu'il y aura quelques pistes, au moins et d'une donc, comédienne. oui. Mais oui, c'est ça, trouver la comédienne, Oui, c'est le plus... oui, le budget, un peu estimé de budget, et après prospecter. Bon, moi, j'ai une copine qui est comédienne. Ah, c'est qui? Elle s'appelle Marie-Luc Rich. Attends, j'ai ses coordonnées ici. Euh, Marie-Luc, Marie-Luc. oui, C'est son prénom, c'est Marie-Luc? son prénom. C'était une copine de Bernard, mon mari, Adam. Tu vois, c'est quand même bien Adam. Tu veux son téléphone? Oui, Donc 0486 oui, 69 oui, 84 oui. 18. Ah oui. Et quel genre de comédienne c'est? Ben écoute, c'est déjà quelqu'un, je vais dire, un tout petit. Doit avoir une soixantaine d'années. Oui. Elle est un peu plus jeune que moi, je dirais. C'est une petite dame. Comment je vais dire? C'est quelqu'un qui fait des trucs un peu alternatifs. Elle a notamment fait des ateliers théâtre en hôpital psychiatrique et tout ça. Ah oui. Elle a fait l'une ou l'autre pièce qu'on est allé voir. Euh, Bah, écoute, contacte-la, tu verras Oui, je bien. vais la contacter. Oui, oui. Et à mon avis, elle n'a pas un calendrier surchargé. Et à D'accord. mon avis, elle ne demande pas des prix de saut. D'accord. Mais je sais pas, hein. Je vais. Et elle est très sympa. Ah, ça, Franchement, elle est très sympa. c'est Ça important aide pas mal. aussi parce que Quoi? c'est important aussi parce que la fille avec qui j'ai travaillé était très douée, mais elle était un peu caractérielle, donc c'est Ah non, compliqué. non, ici, elle est pas du tout, elle est tout à fait normale. Elle est D'accord. normale et c'est une femme au grand cœur, comme ça. Ah, ça va Vraiment. me changer de Non, non, des elle est manières. super.
Ah ben Et écoute, merci beaucoup Véronique pour toutes oui, ces... sinon, dans le genre, tu vois, tu peux demander un avis à Geneviève Damas, hein, tu connais? Oui, 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 Elle oui, est oui. très accessible, cette dame, et peut-être qu'elle connaît des gens. Ah oui, c'est vrai ça. On a essayé de mettre ici, tu sais, elle organise des spectacles portés-portraits et ça n'a pas du tout pris à la Louvière. Donc c'est vraiment un spectacle clé sur porte avec une personne qui récite, des comédiens, des musiciens et ça a été un flop total. On n'avait pas de participants, ça ne parlait pas aux gens malgré la promo. C'est Oui. curieux, hein? C'est plus fait Ah pour oui, des mais Bruxellois. tu sais, je pense qu'il y a des trucs culturels. Je me rappelle quand j'étais encore à l'Observatoire, j'avais des places pour aller écouter le jeu des dictionnaires à l'époque. Moi, Oui, j'adorais. Et alors, l'avis unanime autour de la table, là, tu vois, où tout le monde prenait le café, ouais. c'est, ah, ce truc de Bruxellois qui se gratte pour se faire rire. Ah, Moi, ça m'avait. Je me suis dit, tiens, euh, il y a un gap culturel, quoi, tu vois. oui, 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 oui. Mais Geneviève Damas, je pense à elle parce que j'étais à la foire du livre là, cette fois-ci. Enfin, j'ai accompagné un ami âgé. Il me dit, il a 83 ans, tu vois. Et alors il me dit, j'ai déjà été l'année passée avec lui. Il me dit, Véro, tu viendrais pas avec moi à la foire du livre parce que le gars avec qui je vais d'habitude, il est mort. Donc on est allé, mais je te jure, c'est un phénomène ce gars-là. C'est Ouais, il est en forme encore. intellectuellement incroyable, quoi, vraiment. Et alors, il est d'un esprit critique, quoi, toujours à remettre les choses euh, en question. Tu sais, moi, souvent, le dimanche, comme ça, j'aime bien marcher et j'en profite pour donner un peu des coups de fil à des gens que je pense à qui ça ferait plaisir, quoi. Donc, je l'appelle et c'était la période de Noël et je lui dis. Ah ben je passe, je suis en train, il me dit, ah ben il y a du bruit, tu es où? Je dis, ben je suis en train de contourner le marché de Noël. Et alors il dit, marché de Noël, c'est quand même un oxymore, hein. Enfin, tu vois, Oui, tout le temps des réactions oui, c'est critiques vrai. comme ça. Marché de Noël. Euh, Moi j'adore, quoi, j'adore, c'est vraiment un chouette gars. Mais donc voilà, et il faut un homme ou une femme pour lire ton truc? Une femme. Une femme. Pourquoi tu connais un homme acteur? Non, je me dis Louis pour être drôle, quoi. Tu vois, Ah, ça pourrait oui, être mais c'est marrant. quand même quelqu'un qui est censé avoir sa mère encore vivante. D'accord, oui, à 83 ans, c'est un peu juste, mais elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il était l'aîné de la famille. Euh, Quelle affaire. Mais Geneviève Damas, donc, en fait, elle Oui, était à la oui, foire du je livre, vais la contacter. et alors elle était au pavillon québécois. Moi, je veux toujours voir les Québécois et les Suisses, parce que c'est un circuit de distribution différent, tu vois, Oui. que les Français et les Belges, c'est la même chose, hein. Dis Et, petite parenthèse, on reçoit un auteur québécois bien, enfin, dans quelques mois, ah oui? auteur d'un livre Le Miraculé. Ce gars avait un problème à la colonne vertébrale. Il a vécu sans que ce problème soit diagnostiqué. Pendant les 15 premières années de sa vie, sa colonne aurait pu lâcher, il aurait pu être absolument handicapé Paralysé. à vie et ça n'a pas lâché. Donc, il a écrit un bouquin, Le Miraculé. Ah oui, voilà. Oui. Donc, et alors, le pavillon Et suisse et donc, elle québécois. est, elle a cédé certains droits de ses bouquins aux Québécois. Et du coup, elle était là, quoi. Donc, on a commencé à discuter, etc. Et puis, on a rediscuté, tu sais, quand le pape était venu au mois de Ah ben oui, septembre, là. oui, quelle catastrophe. Oui, quelle catastrophe. Mais alors, quand il est venu à l'UCL, et moi, je l'ai vécu en direct parce que il y avait, bon, j'étais pas dans les invités, mais il retransmettait tout sur le parking de l'Ola Magna. La lecture de la lettre, c'est elle qui l'a fait en fait. Tu vois, la lettre Ah, ah des d'accord. scientifiques, profs, etc. Ah Ils ont oui. demandé à Geneviève Damas de la lire parce que l'autre fois, en 86, il y avait quelqu'un de l'université qui avait lu une lettre comme ça, un peu polémique, et qui a eu plein d'emmerdes après. Et donc là, ils voulaient plus ça et ils ont demandé à Geneviève Damas. Et puis, à la foire du livre, on a reparlé de ce truc avec les Ouais, gens qui tenaient le stand et tout. C'était très sympa. Je le ouais. trouve très accessible et très sympa, en fait. Bonne Euh, idée. Je vais la contacter. donc voilà, Oui. quelques Marie-Luc tips. Moi, Adam et Geneviève Damas. Ben, c'est toujours stimulant, tu vois, de parler d'un projet et de pas mais rester. oui, tout à fait.
Non, c'est un chouette projet. Ah oui, ce coup-ci, Ouais. il va aboutir, hein, parce que... Allez, hop, en avant. Ah là là. Comme dirait ma belle-fille, allez, hop, hop. Hop, hop. Mais prochain Zoom, je t'envoie les Oui, je suis infos. désolé, hein, Mais écoute, ici- normalement, ça a enregistré, sauf s'il y a eu oui. encore un bug, voilà. Non, mais ici, j'avais tout fait pour. Et je lui avais même envoyé le lien parce que je m'étais dit, on peut regarder ensemble. Ah Mais oui, enfin, je veux dire, c'est une femme qui a vécu une situation vraiment ah oui. très, très spéciale, Ça peut être compliqué, très hein. dure. Et donc, je ne me voyais pas, je me Non, voyais vraiment pas dire, écoute, j'ai un Zoom, quoi. non. Voilà. Ok. Bon. Bah Eh écoute, bien, écoute, tiens-moi au courant alors pour cette robe, oui. ta Je vais robe tout de de suite nuit. t'envoyer le texte et la revue de presse qui avait, Super. qui avait suivi la parution du texte. Allez, génial. À Salut. bientôt, Véronique. Et Merci, hein. bonne nuit. Bientôt. À bientôt. Voilà, je quitte. Moi aussi.